Alors, petit tour au stand Crunchyroll. Et Olivier va nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Olivier, Oui, alors dites-nous votre fonction. moi je suis responsable de Crunchyroll en France. Et Crunchyroll, c'est une plateforme qui a démarré aux États-Unis et qui est dédiée à l'animation japonaise et au drama japonais également. On diffuse des animés, des épisodes à partir d'une heure après leur diffusion au Japon. Ils se retrouvent sur notre plateforme, c'est légal, c'est sous-titré en français et c'est disponible gratuitement. Quand vous dites légal, qu'est-ce que vous entendez par là? Légal par rapport aux éditeurs, aux auteurs? Ça veut dire qu'on paye pour diffuser ces séries, on les achète au Japon auprès des producteurs, des ayants droit, pour en avoir les droits en France ou dans les autres pays où nous sommes installés et pour pouvoir les proposer. Ça veut dire donc du coup aussi qu'on reçoit ces épisodes un petit peu avant leur diffusion et c'est ça qui nous permet justement de les traduire et de faire en sorte qu'ils soient disponibles immédiatement, en même temps où ils sont diffusés à la télévision japonaise. Alors je viens de discuter avec un de vos traducteurs, lequel me précise en fait donc qu'il a vécu au Japon, qu'il a fait un master. Comment choisissez-vous donc vos traducteurs? Donc il m'a bien précisé que ce n'est pas fansub, Oui. comme beaucoup d'otaku, si je puis m'exprimer ainsi, croient. Expliquez-moi un petit peu alors comment vous faites le recrutement des traducteurs et ensuite comment vous faites l'encodage, le timing, comment cette structure se fait sur Crunchyroll. Ah, c'est un processus quand même un petit peu long et Technique. à résumer comme ça en quelques minutes. L'aspect traduction, en fait, comme n'importe quelle personne qui a besoin d'une traduction dans une langue, on recrute des gens qui ont des compétences, qui sont passés soit par des écoles, ou soit tout simplement qui ont reçu, qui parlent et qui maîtrisent suffisamment la langue. Concrètement, on fait faire un petit test de traduction pour savoir quel est le niveau. Et puis après, il y a tout un processus. En réalité, nous on reçoit l'épisode un petit peu avant, avec parfois un script. Donc il est transmis au traducteur qui va travailler dessus. Il n'y a pas que le traducteur dans ce processus de mise en ligne de nos épisodes. Il y a aussi les gens qui repèrent, qui vont caler les sous-titres, des correcteurs, ce qu'on appelle aussi des timers. On aurait tort de résumer la traduction et la mise en ligne d'une série japonaise au simple traducteur, même si effectivement c'est un travail important. Donc ça, ce sont des process qui sont gérés directement depuis les États-Unis et qui sont ensuite, en fait, chaque pays, parce que Crunchyroll est aux États-Unis, aussi en Amérique du Sud, on sous-titre en espagnol, en portugais, en allemand. Donc localement, chaque personne travaille sur ses équipes pour préparer ses sous-titres. Ensuite, tout ça est renvoyé aux États-Unis et mis en ligne à l'heure H, au moment où on a le droit de proposer la série en streaming. Alors vous dites que tout est légal. Or, pour beaucoup d'internautes qui sont abonnés à votre service, beaucoup pensent que c'est du illégal. Alors, expliquez-moi un petit peu, vous dites que vous payez donc les ayants droit, etc. Mais vous permettez à l'internaute, est-ce que vous lui permettez de télécharger les œuvres que vous-même venez d'acquérir? Non, notre site, le téléchargement n'est pas possible. Effectivement, c'est lié, c'est pas forcément une décision de notre part, ce sont les producteurs japonais. Pour beaucoup, ils refusent que les séries soient possible de les télécharger parce que justement, ils ont peur qu'ensuite on ne maîtrise pas ce qu'en font les gens en fait de ce fichier téléchargé. Certains l'autorisent, d'autres plateformes du coup arrivent à proposer le téléchargement avec ou sans ces fameux DRM, ces droits qui permettent aussi de bloquer et de ne pas diffuser la série ensuite n'importe où, mais qui ont tendance aussi à restreindre l'utilisation du fichier téléchargé. Donc voilà pourquoi nous, on préfère rester sur du streaming, c'est plus sécurisé pour les ayants droit, et puis au moins, ça rend l'offre un petit peu plus claire. Ça évite de dire, alors vous vous abonnez chez nous, mais certaines séries vous pourrez les télécharger, d'autres non. Voilà. Nous, certes, on ne peut pas télécharger, mais au moins, tout ce que vous pouvez voir, c'est disponible légalement et gratuitement. Et vous parliez tout à l'heure d'abonnement. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a deux offres. Soit on s'abonne et on peut regarder les séries avec un délai très très court et sans publicité. Et évidemment, la monnaie d'échange, parce qu'on n'a rien sans rien dans ce monde. C'est vrai que l'offre gratuite, l'épisode est en ligne au bout d'une semaine et vous devrez regarder une ou deux publicités avant d'accéder à votre épisode. Voilà un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi il y a de la publicité. Effectivement, ça permet de proposer des choses gratuitement, mais de payer nous les droits qu'on va ensuite reverser et puis le fonctionnement de la plateforme. En proposant toute une série entière, par exemple d'une œuvre, n'avez-vous pas peur par ce système un petit peu de tuer la vente du DVD, la vente classique des supports dont on a l'habitude,
en permettant justement aux otaku, certes très souvent peu argentés, d'avoir la flemme d'acheter le DVD et juste se contenter devant son écran PC de streamer, comme on dit. Alors c'est vrai qu'une série, une fois qu'elle est diffusée, elle reste pendant longtemps disponible gratuitement sur le site et on pourrait penser que ça pourrait empêcher des ventes DVD. Alors nous, on ne fait pas de vente DVD, donc déjà, c'est pas quelque chose qui nous concerne directement, mais moi je suis persuadé que vous êtes concurrent un petit peu. Ça ne fait pas de la concurrence au DVD, parce que je pense que c'est vraiment deux générations et deux publics. D'accord. Il y a des gens qui veulent consommer beaucoup d'animation, qui vont pas avoir les moyens d'acheter beaucoup de DVD, et ce modèle comme ça de regarder en streaming, d'avoir accès à tout un catalogue, ça leur convient, et en plus c'est des gens qui veulent des choses très rapidement, ce que ne permet pas le DVD, parce qu'il faut toujours un temps pour éditer, presser et vendre le DVD. Et je pense que c'est complémentaire. Il y a des gens qui utilisent le streaming pour découvrir beaucoup de séries, et quand ils aiment vraiment quelque chose, ensuite ils voudront acheter un DVD, une belle édition collector, et puis avoir peut-être des bonus, d'autres choses qu'on ne trouvera pas chez nous. Donc le DVD, c'est une offre un petit peu différente, et comme je le disais aussi, c'est aussi une petite question de génération. C'est vrai que les gens qui ont plus de 25 ans sont un petit peu moins à regarder des choses sur tablette, de façon numérique, de façon dématérialisée. Ils accrochent pas trop à ces systèmes-là, et eux vont continuer d'acheter du DVD. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Il peut arriver que certaines de nos séries sortent en DVD. Aux États-Unis, c'est vraiment le cas. Il y a même des partenariats qui sont des fois montés avec des éditeurs. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt dans de la complémentarité. Très bien. Et Crunchyroll existe depuis combien de temps? D'où est venue l'idée de cette création en fait de plateforme? Crunchyroll, c'est un projet d'étudiant qui est né aux États-Unis en 2006. Voilà, et qui s'est professionnalisé et qui a grossi, et ensuite qui est sorti des États-Unis pour se développer à travers le monde. En France, Crunchyroll est arrivé depuis très peu de temps, on est là depuis 1 an et demi à peine, on est arrivé en octobre 2013. Donc du coup, les choses sont différentes. Aux États-Unis, c'est vraiment la plateforme numéro 1. Aux États-Unis, c'est Crunchyroll qui diffuse One Piece, Naruto, l'Attaque des Titans et toutes ces séries très très fortes. En France, évidemment, on n'a pas ces licences parce qu'avant que Crunchyroll arrive, elles étaient déjà vendues à d'autres éditeurs. Donc en France, on est plutôt le challenger, on arrive alors qu'il y a déjà ADN et Wakanim qui sont bien installés. Mais voilà, on essaye de faire notre place, on propose aussi un catalogue qui j'espère est de qualité et surtout très varié, parce que chaque saison on a 20 nouvelles séries qui se rajoutent et qui brassent beaucoup de genres, du mecha à la comédie. Crunchyroll et les otaku, comment voyez-vous l'avenir? De ce que je peux voir ici au niveau de la Japan Expo, comme on peut constater, donc là on est dimanche, et il y a presque autant de monde que samedi, n'est-ce pas? Alors dites-moi, Crunchyroll et les otaku, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'abonnés à votre plateforme, ou est-ce qu'il y a une sorte d'essoufflement, de stagnation? Quelle est l'évolution et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir pour satisfaire encore plus les internautes? L'avenir, moi je le vois dans le numérique de toute façon. Ce n'est pas seulement qu'avec les otaku et avec l'animation japonaise. On voit bien que de plus en plus le support numérique rentre sur nos téléphones, sur nos tablettes, directement sur notre télé. Nous, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Les animés de Crunchyroll, il ne suffit pas juste d'avoir un ordinateur pour les voir. On utilise tous les objets connectés. On a une application sur console, sur la Xbox, sur la Wii U, sur la PlayStation, sur les outils. On a les applications sur Android, sur Apple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important et qu'on développe énormément parce qu'aujourd'hui, on consomme des contenus numériques partout en se déplaçant. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe et qui va forcément aller encore plus en grandissant. Et voilà comment je vois cette évolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les contenus, on veut tout très vite, tout de suite. Et c'est là qu'est le cheval de bataille le plus important. Arriver à être réactif, mais ne pas non plus bâcler la qualité. Arriver à proposer un sous-titrage professionnel avec quelque chose de professionnel, de qualité. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et on est très à l'écoute avec notre public, avec le public otaku, avec les fans d'animation japonaise. On essaie d'avoir une relation, qu'on puisse échanger des choses simplement, qu'ils puissent discuter avec nous, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou sur notre forum. Voilà, je ne sais pas si on y arrive, mais en tout cas,
C'est aussi pour ça que Crunchyroll voulait qu'on ait une vraie présence en France. C'est pour ça qu'on a un stand aujourd'hui à Japan Expo. Voilà, on n'est pas juste une plateforme anonyme qui se diffuse dans le monde. On veut rencontrer les gens et on veut discuter avec eux pour montrer ce qu'on fait. Bah, très bien, merci beaucoup Olivier. Donc Olivier, responsable de Crunchyroll France à la Japan Expo Sud de Marseille. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, oui parfait. Donc je me permettrai, non mais justement je me permettrai